Je m'appelle Juliette Giraud. J'ai 27 ans. Je n'étais même pas tout à fait réveillé lorsque les cris ont commencé. C'était d'abord la voix de ma sœur, perçante et aiguë, résonnant dans le couloir avant même que mes yeux ne puissent s'ouvrir complètement. J'avais l'impression que mon corps était rempli de sable mouillé. Lourd, inerte. J'avais la bouche sèche, la tête qui battait la chamade, et ma poitrine était oppressée d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'accident. Impossible de dire s'il faisait jour ou nuit. Les néons au-dessus de moi ne donnaient aucun indice, juste un bourdonnement flou et monotone. La dernière chose dont je me souvenais clairement était le bruit du métal se pliant sur lui-même. Ma voiture qui tournait sur elle-même, un inconnu hurlant que les secours arrivaient. Puis les sirènes, puis le néant. Maintenant, j'étais là, enchevêtré dans des fils, un bras en écharpe, la jambe immobilisée, des ecchymoses fleurissant sur mes côtes comme quelque chose essayant de refaire surface. Ma sœur Chloé se tenait au pied de mon lit comme si elle inspectait des dégâts auxquels elle ne croyait pas vraiment. Ma mère est allée directement s'asseoir sur la chaise près de la fenêtre, faisant déjà défiler l'écran de son téléphone comme si c'était un désagrément qu'elle prévoyait d'attendre patiemment. Aucune d'elles ne m'a demandé comment je me sentais. Aucune d'elles ne m'a touché. Quelle comédienne, a dit Chloé en jetant un coup d'œil aux machines puis à moi. Tu as mis ta voiture à la casse pourquoi? Quelques côtes fêlées et une entorse. De toute façon, cette Clio était une épave. Elle a souri comme si elle venait de faire une blague spirituelle. Ma mère a gloussé doucement sans lever les yeux. Je suis resté immobile. Ma gorge me brûlait trop pour parler, et honnêtement, je ne me faisais pas confiance pour dire quoi que ce soit qui n'aggraverait pas la situation. J'avais appris il y a longtemps que le silence était plus sûr avec elle. Chloé s'est penchée plus près, les yeux rivés sur le moniteur. Ce bip est agaçant, a-t-elle dit. Honnêtement, tu fais toujours semblant d'être malade. Tu fais ça depuis qu'on est gamine. Avant que je puisse comprendre ce qu'elle faisait, sa main s'est tendue et a arraché le cordon. L'écran est devenu noir. La chambre est tombée dans un silence qui semblait faux. Définitif. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas crié. J'étais trop fatigué, trop blessé, trop habitué à être ignoré pour même réagir. Une pensée étrange m'a traversé l'esprit à ce moment-là. Calme et terrifiante. C'est peut-être comme ça que les gens perdent la tête. Pas bruyamment, pas tout d'un coup, mais lentement quand personne ne les croit. Ce qu'aucune de nous n'avait réalisé, c'est que la porte de ma chambre n'était pas complètement fermée. L'infirmière est entrée calmement, le visage illisible, mais le regard perçant. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas discuté. Elle a simplement dit « Vous ne sortez pas ». J'ai appelé la police. Chloé a blêmi comme si on l'avait plongée dans l'eau glacée. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis refermée. Ensuite sont venues les excuses. Elle ne pensait pas à mal. Elle était juste bouleversée. C'était une semaine stressante. L'infirmière n'a pas répondu. Elle a rebranché le moniteur, vérifié ma perfusion et est retournée dans le couloir. Je pouvais déjà entendre des pas rapides, des radios grésiller. Chloé a commencé à faire les 100 pas. Tu en fais toute une histoire, a-t-elle dit. Elle va bien. Regarde-la. Je ne pouvais pas répondre. J'avais l'impression que ma poitrine s'effondrait, et je ne savais pas si c'était à cause de l'accident ou du fait d'être piégé dans la même pièce qu'elle. 10 minutes plus tard, 2 policiers sont entrés. Une femme, un homme. Ils ont d'abord parlé à l'infirmière, puis à moi. L'officière m'a demandé si je me sentais en sécurité. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. C'était suffisant. Ils ont dit à ma sœur et à ma mère qu'elles étaient placées en garde à vue pour interférence avec du matériel médical et menaces envers un patient sous soins hospitaliers. Je les ai regardées toutes les deux bafouiller, tout nier, se rejeter la faute, et finalement se taire alors que la sécurité les escortait dehors. La porte a cliqué en se fermant derrière elles. Et pour la première fois depuis l'accident, je n'ai pas eu l'impression d'être le problème. Je pensais que le pire serait de les voir se faire escorter comme des criminels. Mais le soulagement n'a pas duré assez longtemps pour s'ancrer en moi. Au moment où la porte s'est refermée, la chambre a semblé plus grande et plus vide. Et pendant quelques minutes, je suis resté là à écouter le moniteur biper à nouveau, comme s'il essayait de me convaincre que j'étais toujours en sécurité. Mes mains tremblaient sous la couverture. Pas parce que j'avais froid,
mais parce que mon corps réalisait enfin ce qui avait failli arriver. J'ai fixé le plafond et essayé de ralentir ma respiration. Et ça m'a frappé d'un coup, si l'infirmière n'avait pas été dehors, si elle n'avait pas entendu le cordon s'arracher, il n'y aurait eu aucun témoin. Juste moi, en arrêt cardiaque dans le silence pendant que ma sœur restait là à faire semblant que ce n'était rien. Une autre infirmière est entrée peu après, plus âgée, les yeux plus doux. Le genre de calme qui vient quand on a trop vu de choses pour être surpris par quoi que ce soit. Elle a ajusté ma perfusion, vérifié mes constantes et m'a demandé si je voulais voir une psychologue. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas ce que je voulais. Je savais ce que je ne voulais pas, par contre. Je ne voulais pas qu'elle revienne dans cette chambre. Je ne voulais pas entendre la voix de ma mère me dire que je surréagissais. Je ne voulais pas voir le sourire en coin de ma sœur planer au-dessus de moi comme si j'étais un problème qu'elle avait hâte de résoudre. Environ une demi-heure plus tard, un médecin est entré, ce n'était pas l'interne pressé des urgences qui m'avait recousu. Celle-ci bougeait plus lentement, plus délibérément, comme si elle avait déjà lu toute ma vie entre les lignes de mon dossier. Son badge indiquait Dr Lambert. Elle m'a demandé si je souffrais. J'ai dit que ça allait, surtout parce que ça va était le mot le plus facile à donner quand on est trop épuisé pour offrir quelque chose de plus compliqué. Elle a tiré une chaise et sa façon de s'asseoir m'a dit qu'elle n'était pas venue ici pour parler d'échymose. Elle m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Apparemment, ce qui s'était passé avec le moniteur n'était pas la première fois que ma sœur était signalée pour un comportement inapproprié à l'hôpital. Pendant que j'étais inconsciente, Chloé avait essayé d'accéder à mon dossier médical en prétendant être mon contact d'urgence principal. On le lui a refusé, mais elle est revenue plus tard et a réessayé avec une autre infirmière. Quand ça n'a pas marché, elle a changé de tactique. Elle a commencé à dire au personnel que j'avais un long passé de recherche d'attention. Elle a essayé de les convaincre que j'exagérais mes symptômes. Elle a suggéré que mes analgésiques n'étaient pas nécessaires. La voix du docteur Lambert restait posée pendant qu'elle expliquait tout ça, mais je pouvais entendre la tension en dessous, comme si elle-même luttait pour garder une distance professionnelle. Puis elle a mentionné ma mère. Elle avait été enregistrée par les caméras de l'hôpital à plusieurs reprises en train de lever les yeux au ciel, de faire des grimaces dans le dos des infirmières, de se moquer de ma façon de respirer. De petits gestes qui sembleraient mesquins si on les décrivait à voix haute. Sauf que la mesquinerie devient dangereuse quand c'est vous qui êtes allongé dans un lit, incapable de vous défendre. L'hôpital avait des documents, des déclarations de témoins, des horodatages. Le docteur Lambert m'a demandé si je voulais déposer une plainte officielle. J'ai fixé le mur pendant qu'elle parlait parce que ce n'était pas de la colère que je ressentais. La colère aurait signifié que je croyais encore que c'était nouveau. Ce que je ressentais était plus froid. Comme si quelque chose en moi lâchait enfin l'espoir que peut-être, au fond, elle tenait à moi. J'avais passé des années à me dire que ma sœur était juste piquante, que ma mère était juste stressée, qu'elle ne pensait pas ce qu'elle disait. C'était le mensonge que je gardais en vie pour leur survivre. Maintenant, l'hôpital me disait que ce n'était pas un malentendu. C'était un schéma. Cette nuit-là, j'ai été transféré à un étage plus calme, loin du service général, dans une chambre plus petite près du bout du couloir. L'infirmière a dit que c'était la procédure standard pour les patients traumatisés, mais je pouvais voir la vérité dans ses yeux quand elle l'a dit. Ce n'était pas juste pour ma convalescence. C'était pour ma protection. L'hôpital ne faisait pas confiance à ma famille. Moi non plus. Quand mon téléphone m'a finalement été rendu le lendemain matin, il était dans un sac en plastique avec mon portefeuille et ma montre. La batterie était presque morte, mais quand il s'est allumé, il a clignoté comme un panneau d'avertissement, 32 appels manqués, 17 messages vocaux, 6 SMS d'affilée de Chloé, tous envoyés vers 3 heures du matin, oscillant entre rage et panique. Je n'arrive pas à croire que tu les aies laissés nous arrêter. Appelle-moi maintenant avant que ça n'empire. Tu gâches tout. Chaque message devenait plus tranchant, plus désespéré, comme si plus elle tapait, plus elle pouvait forcer la réalité à se plier à sa volonté. Les messages de ma mère étaient différents, plus courts, contrôlés. On ne voulait pas que ça aille aussi loin. Arrête de rendre ça public. Tu fais du mal à la famille. Elle continuait d'utiliser le mot famille comme un bouclier, comme si ça effaçait ce qui s'était passé au moment où elle le prononçait. À midi, ma tante Laure m'a appelé en pleurant. Elle a dit qu'elle avait entendu quelque chose. Pas tout, juste assez pour avoir peur.
Ma mère l'avait déjà appelé, lui disant que je les avais piégés, que je faisais une scène à l'hôpital, que j'étais instable et essayais de ruiner la réputation de la famille alors que j'étais drogué aux antidouleurs. La voix de ma tante tremblait lorsqu'elle m'a demandé si tout cela était vrai. Je lui ai dit la vérité, même pas tout, juste la partie sur le moniteur débranché, l'infirmière qui avait tout entendu, la police qui intervenait. Je lui ai dit que le médecin avait dit que c'était documenté. Je lui ai dit que je n'avais même pas la force de discuter et que c'était la partie qui me faisait le plus peur, qu'elle puisse faire une chose pareille quand je ne pouvais pas me défendre. Il y a eu un long silence au bout du fil, puis ma tante a dit doucement « Oh mon Dieu », non pas comme si elle était choquée, mais comme si elle voyait enfin quelque chose qu'elle aurait dû voir des années auparavant. Plus tard ce jour-là, ma cousine Raphaël m'a envoyé des captures d'écran du groupe de discussion familiale. Les gens choisissaient déjà leur camp. Certains proches disaient que j'en faisais trop. Certains disaient que j'aurais dû gérer ça en privé. Quelques-uns disaient que Chloé était juste émotive et que ma mère était juste inquiète. Mais il y avait aussi des messages qui me retournaient l'estomac pour une raison différente. Des proches admettant qu'ils avaient vu Chloé se comporter comme ça pendant des années et qu'ils étaient juste trop polis pour dire quoi que ce soit. Des gens avouant qu'ils savaient que ma mère déformait les histoires et jouait la victime, et qu'ils avaient toujours ignoré ça parce que c'était plus facile que de l'affronter. Cette partie a fait plus mal que l'accident parce que ça signifiait que je n'étais pas folle. Je ne l'imaginais pas. Ils savaient. Ils savaient tous. Et ils laissaient faire parce que c'était pratique. 2 jours plus tard, j'ai obtenu ma sortie. Encore endolori, encore raide, dormant toujours par morceaux hachés. Le personnel de l'hôpital se déplaçait avec une sorte de conscience prudente autour de moi, comme s'il ne voulait pas effrayer un animal acculé depuis trop longtemps. Je n'ai dit à personne quel jour je partais. Je n'ai rien posté à ce sujet. Je n'ai pas répondu aux appels de ma mère. Je pensais que le secret m'achèterait une sortie propre. Ça n'a pas été le cas. Alors qu'une infirmière me poussait vers la sortie en fauteuil roulant, je les ai vus attendre dehors. Chloé était appuyée contre la rambarde, fixant son téléphone comme si elle s'ennuyait. Ma mère tenait un sac de course avec des fleurs et un ballon bon marché indiquant bon rétablissement. Souriant comme si rien ne s'était passé, comme si c'était un malentendu qui pouvait être réglé avec un ton doux et des accessoires. On ne voulait pas que ça aille aussi loin, a dit ma mère en s'approchant. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pris les fleurs. Je n'ai même pas ralenti. Les mains de l'infirmière se sont resserrées sur les poignées du fauteuil, et j'ai senti son hésitation comme si elle attendait que je donne la permission pour la suite. Ma mère a marché à côté du fauteuil de toute façon, trottinant à moitié pour suivre, disant que je surréagissais, que je rendais publique une affaire privée, que je les punissais pour un simple malentendu. Chloé avait ce sourire en coin comme si elle avait hâte de raconter l'histoire plus tard, comme si elle répétait déjà comment elle se ferait passer pour innocente. Le visage de l'infirmière est resté neutre, mais pas ses yeux. Elle avait déjà vu cette dynamique. Elle n'avait pas l'air choquée. Elle avait l'air fatiguée. Je suis monté dans la voiture sans dire un mot. Elles ne m'ont pas suivi à l'intérieur, mais elles sont restées là à regarder alors que je démarrais, et je pouvais le sentir dans ma poitrine, la certitude que l'hôpital n'avait été que le début. Elles avaient été stoppées en public. Elles avaient été humiliées, et les gens comme elles n'acceptent pas l'humiliation en silence. Elles ripostent. Quand je suis arrivé chez moi, je n'ai pas défait mes bagages. Ma valise est restée dans le couloir comme un avertissement. Je passais d'une pièce à l'autre, vérifiant les verrous, tirant les rideaux, allumant les lumières, même en plein jour. Chaque voiture qui passait me nouait l'estomac. Chaque silence semblait retenir son souffle. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était de l'expérience. Et le premier signe est venu sous la forme d'un message vocal de mon propriétaire. Il a dit que quelqu'un avait appelé pour demander des mises à jour sur mon bail. Il n'y avait pas prêté attention jusqu'à ce que la femme au téléphone commence à insister pour obtenir un double de ma clé. Quand il a demandé une vérification d'identité, elle a raccroché. Il n'a pas eu de nom, mais elle a dit qu'elle était ma sœur. Je n'avais pas besoin de demander laquelle. Je n'ai pas rappelé ma sœur. Je n'ai pas rappelé ma mère non plus. Je me suis assise au bord de mon lit avec le téléphone à la main longtemps après la fin du message du propriétaire, fixant le mur comme s'il pouvait expliquer comment les choses avaient pu escalader aussi loin. L'hôpital semblait irréel maintenant, comme un chapitre scellé que je pouvais prétendre terminer.
Mais l'appel au sujet de ma clé me disait quelque chose d'important. Elle n'avait pas fini. Elle changeait juste de tactique. L'appel suivant que j'ai passé était à ma banque, puis une autre banque, puis la petite banque mutualiste que j'utilisais à peine, celle que j'avais ouverte des années auparavant quand ma mère avait été opérée de la hanche et que j'avais besoin d'un compte joint pour couvrir ses frais médicaux. À l'époque, cela semblait pratique, même aimant. Maintenant, cela ressemblait à un piège que je m'étais tendu à moi-même et que j'avais oublié. Quand je me suis connecté et que j'ai vu le solde, mon estomac s'est serré. Le compte joint était tombé à 800 € et des poussières. Il y avait plus de 10 000 € la dernière fois que j'avais vérifié, peut-être 3 mois plus tôt. J'ai actualisé l'écran comme si les chiffres pouvaient se corriger d'eux-mêmes. Ce n'était pas le cas. Il y avait des retraits et des virements, 2 gros montants espacés juste assez pour éviter de déclencher une alerte à la fraude. 3 000 par-ci, 3 000 par-là. Propre, légal, intentionnel. Je n'ai même pas pris la peine d'appeler ma mère pour demander. J'ai clôturé le compte immédiatement et j'ai commencé à retirer mon nom de tout ce dont je pouvais me souvenir, carte de crédit, factures partagées, vieilles autorisations auxquelles je n'avais pas pensé depuis des années. Chaque clic donnait l'impression d'arracher un fil qui me vidait silencieusement de mon énergie. Cet après-midi-là, j'ai commandé des caméras de sécurité. Une pour le porche d'entrée, une pour la porte latérale, une à l'intérieur du salon face à l'entrée. Je détestais l'idée. Je détestais devoir penser ainsi, mais je détestais encore plus l'alternative. Je ne voulais pas être la femme aux infos dont les gens diraient qu'elle aurait dû le voir venir. Le technicien est arrivé le lendemain matin, poli, professionnel, demandant si j'avais déjà été cambriolé. Je lui ai dit de s'assurer que tout était téléchargé sur le cloud. C'était toute la réponse dont il avait besoin. Cette nuit-là, j'ai dormi plus de 4 heures pour la première fois depuis l'accident. Le genre de sommeil lourd qui vous fait oublier où vous êtes jusqu'à ce que le bruit vous ramène à la réalité. Le coup est venu juste après minuit. Pas un toquement, un bruit sourd et solide, comme une épaule heurtant la porte. Puis un autre, puis mon nom. Je n'ai pas bougé. Je suis resté accroupi derrière le canapé, mon téléphone à la main, composant déjà le numéro. J'ai reconnu les voix immédiatement. Chloé d'abord, bruyante et perçante, exigeant que j'ouvre la porte. Ma mère juste derrière elle, plus calme, contrôlée, me disant de ne pas aggraver les choses, qu'on pouvait parler comme des adultes, que je leur devais bien ça. Je n'ai pas répondu. L'opérateur m'a dit de rester où j'étais, de ne pas intervenir, d'attendre. Grâce au flux en direct sur mon téléphone, j'ai regardé Chloé faire les 100 pas sur le porche. À un moment donné, elle a ramassé une brique sur le bord du parterre de fleurs et l'a soupensée dans sa main. Ma poitrine s'est serrée au point que je ne pouvais plus respirer. Elle ne l'a pas jetée tout de suite. Elle l'a juste tenue comme si elle décidait jusqu'où elle était prête à aller. La police est arrivée plus vite que je ne l'espérais. Pas de sirène, juste des phares balayant l'allée. Un officier s'est interposé entre elle et ma porte sans poser beaucoup de questions. Il leur a dit de partir. Elles ont essayé d'agir naturellement, comme si elles venaient juste prendre de mes nouvelles, mais elles ont reculé quand il n'a pas bougé. Elles ne sont pas allées loin. Elles sont restées assises dans une voiture de l'autre côté de la rue pendant près d'une heure à observer ma maison comme si elles attendaient que quelque chose change. C'est à ce moment-là que j'ai appelé mon oncle Alain et ma tante Laurence. Je leur ai tout dit cette fois. Pas la version adoucie, pas la version prudente. Je leur ai parlé de l'hôpital, du compte bancaire, du propriétaire, de la brique dans la main de ma sœur. Ils n'ont pas hésité. Ils sont arrivés cette nuit-là avec des sacs de voyage comme si ce n'était pas une question, comme si c'était une décision déjà prise. Ma tante est allée directement à la cuisine et a commencé à faire de la tisane. Mon oncle a vérifié les verrous sans dire un mot et m'a dit qu'il veillerait un moment. Le lendemain matin a apporté une nouvelle sorte de violation. Je suis entré dans la cuisine et je me suis figé. La porte du placard pendait de travers, arrachée d'une charnière. Toute la vaisselle à l'intérieur était brisée sur le sol. Ce n'était pas un accident. La fenêtre au-dessus de l'évier avait été forcée juste assez pour laisser passer une main ou un outil. Ma tante a balayé en silence tandis que mon oncle examinait le cadre. Sa mâchoire était serrée d'une façon que je n'avais jamais vue auparavant. Pendant qu'il travaillait, mon téléphone a vibré avec un email qui m'a engourdi les mains. Objet, confirmation de changement de bénéficiaire. C'était de mon assureur vie.
Je ne m'étais pas connecté à ce compte depuis des années. L'email disait qu'une demande avait été soumise pour me retirer comme bénéficiaire principal et me remplacer par ma mère. Le changement n'avait pas abouti parce que la signature numérique ne correspondait pas, mais la tentative seule suffisait à me donner la nausée. Je l'ai montré à ma tante en premier. Elle l'a lu sans parler, puis l'a tendu à mon oncle. Quand elle m'a finalement regardé, elle a posé une question qui a pesé plus lourd que tout le reste. Leur avais-je déjà parlé de cette police d'assurance? Je me suis souvenu d'un dîner 2 ans plus tôt. Ma mère faisant une remarque sur le fait d'être prévoyant. Chloé plaisantant en disant que si je mourais, elle espérait récupérer la voiture. Elle s'en souvenait, bien sûr qu'elle s'en souvenait. Mon oncle a appelé un avocat en qui il avait confiance avant même que je puisse assimiler ce que cela signifiait. Quand il m'a passé le téléphone, les questions ont fusé. Avais-je déposé une main courante? Avait-elle accès à mes finances? Était-elle listée comme personne de confiance pour les décisions médicales? L'hôpital avait-il documenté l'incident du moniteur? Quand je lui ai tout dit, il y a eu une pause au bout du fil, puis une phrase qui m'a donné des frissons. Ce n'était plus seulement de la violence psychologique. C'était un schéma qui ressemblait dangereusement à quelque chose de criminel. À la fin de la journée, tous mes comptes étaient fermés ou transférés. Les serrures ont été changées à nouveau. Des verrous supplémentaires ont été installés. Ma tante a envoyé des SMS aux proches discrètement, leur disant de ne pas partager d'informations si ma mère ou ma sœur cherchaient à me joindre. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré avec une autre alerte de sécurité. Mouvement détecté sur le porche juste après minuit. J'ai ouvert l'application et j'ai vu un homme que je ne reconnaissais pas se tenant juste hors du champ. Sweat à capuche, jean, téléphone à l'oreille. Il faisait les 100 pas lentement, puis a regardé directement ma porte et a dit mon nom, sans crier, sans menacer, comme s'il s'attendait à ce que je réponde. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. Il est resté 2 minutes de plus, puis est retourné vers une voiture que je ne reconnaissais pas et est parti. Je n'ai pas dormi après ça. J'ai juste regardé la vidéo en boucle jusqu'à ce que ma tante entre dans la chambre et demande pourquoi j'étais encore réveillé. Quand elle a vu la vidéo, elle n'a pas demandé qui c'était. Elle a juste dit doucement que nous aurions dû les arrêter il y a des années. Au matin, mon oncle avait déjà transféré la vidéo de l'homme sur mon porche à la police et l'avait signalé à l'avocat qui l'avait contacté la veille. J'ai fait une courte déclaration écrite confirmant que je ne le connaissais pas, que je n'attendais personne et que je n'avais partagé mon adresse avec personne en dehors de la famille proche. L'officier au téléphone m'a dit de garder mes portes verrouillées et de ne pas intervenir s'il revenait. Cela ne ressemblait pas tant à un plan qu'à une pause, mais mon oncle avait autre chose en tête. Il a convoqué une réunion, non pas avec les personnes causant le chaos, mais avec celles qui comptaient. 3 de ses frères et sœurs, 2 cousins et un partenaire commercial nous ont retrouvés cet après-midi-là dans le salon de ma tante. J'étais assise au bord du canapé, enveloppé dans une couverture qui sentait encore le désinfectant de l'hôpital, pendant que mon oncle exposait tout, pièce par pièce. Le rapport de l'hôpital, le moniteur débranché, la tentative d'accès à mes dossiers médicaux, le compte joint vidé, le changement de bénéficiaire de l'assurance vie, l'homme à ma porte qui connaissait mon nom. Chaque détail tombait plus lourdement que le précédent. Personne ne l'a interrompu. Personne n'a essayé d'adoucir les choses. Ce qui m'a choqué, ce n'est pas qu'il ait des preuves. C'est qu'il n'était pas le seul. Ma cousine Aurélie a admis que ma mère l'avait appelé quelques jours plus tôt, demandant si elle savait combien j'avais pu hériter de notre grand-père. Il n'y avait pas d'héritage, juste des suppositions, mais l'entendre dire à voix haute m'a tordu l'estomac. Quelqu'un a demandé si nous pensions que l'homme sur mon porche avait été envoyé pour me faire peur. J'ai dit que je ne savais pas, seulement qu'il avait l'air calme, trop calme. C'est là que la pièce est devenue silencieuse. Mon oncle n'a pas élevé la voix. Il n'a pas dramatisé. Il a simplement passé quelques appels. Dans la soirée, le processus avait commencé pour retirer ma mère et Chloé du compte de l'entreprise familiale, une SARL dans laquelle elle n'avait aucun rôle réel, mais dont elle percevait toujours des dividendes. Il a également gelé le petit fonds de dotation que notre grand-père avait mis en place pour les urgences familiales, celui dans lequel elle puisait depuis des années, utilisant la culpabilité et des histoires de besoin d'aide. Il m'a dit d'arrêter de m'inquiéter, que c'était géré. Mais je voyais la tension sur son visage. Il savait que ça ne finirait pas proprement. Il avait raison. Ce soir-là,
vers 20h45, elles se sont pointées à nouveau. Pas d'avertissement, pas d'excuse. Ma mère tenait un dossier comme s'il prouvait quelque chose. Chloé a forcé le passage avant que quiconque puisse l'arrêter. Elles n'étaient pas là pour parler. Elles étaient là pour reprendre le contrôle. Ma mère m'a accusé d'empoisonner la famille, d'exagérer tout pour jouer la victime. Chloé a renversé une lampe et a dit que je montais tout le monde contre elle. Quand ma tante leur a dit de partir, ma mère a claqué qu'elle essayait juste de prendre mon argent, elle aussi. C'est alors que mon oncle s'est avancé. Il n'a pas crié. Il n'a pas menacé. Il a dit une phrase calme et claire, assez fort pour que tout le monde l'entende. Si vous dites un mot de plus, je vous fais rayer de tous les contrats restants, de chaque actif, de chaque euro lié à cette famille. Ma mère s'est figée. Chloé a ouvert la bouche, puis s'est arrêtée quand mon oncle a levé un doigt et a dit « C'est fini. On a fini de vous protéger de vous-même. » Il s'est tourné vers moi et a posé une question que personne ne m'avait jamais posée auparavant. « Est-ce que tu veux qu'elle soit ici ?» J'ai dit non. Et pour la première fois de ma vie, quelqu'un a écouté. On leur a dit de partir ou la police serait appelée à nouveau. Ma tante s'est tenue entre moi et la porte jusqu'à ce qu'elle recule. Pas de cris, pas de larmes, juste deux personnes réalisant la seule chose qu'elles valorisaient le plus, leur accès était coupé. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé pendant que ma tante faisait du thé et que mon oncle changeait encore les serrures. Même si elle n'avait jamais eu les clés, j'ai regardé par la fenêtre pendant un long moment, non pas parce que je m'attendais à ce qu'elle revienne, mais parce que je croyais enfin qu'elle pourrait ne pas le faire. La peur n'a pas disparu du jour au lendemain. Même après leur départ, même après le changement des serrures et le retour au calme de la maison, mon corps restait tendu comme si autre chose arrivait. La sécurité semblait temporaire, comme un drap fin tendu sur quelque chose de fragile. J'ai dormi, mais légèrement. Chaque bruit dehors me faisait ouvrir les yeux. Chaque vibration de mon téléphone m'envoyait une décharge avant même que je ne regarde l'écran. Le lendemain matin, pendant que ma tante faisait du café et que mon oncle faisait le point avec l'avocat, j'ai fait quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à faire auparavant. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des appartements dans d'autres villes. Pas des villes proches, pas des endroits où ma mère pourrait passer accidentellement. Des villes calmes, plus petites, des endroits où personne ne connaissait mon nom de famille et où personne n'avait d'attente envers moi. Je n'ai dit à personne que je le faisais. Pas encore. Juste faire défiler les pages ressemblait à une forme de respiration. À la fin de la semaine, les papiers pour l'ordonnance de protection étaient déposés. La documentation de l'hôpital était jointe. Les rapports de police étaient recoupés. Mon avocat a tout expliqué dans un langage calme et prudent, mais la signification sous-jacente était indubitable. Ce qui m'était arrivé n'était pas juste un drame familial. C'était un schéma documenté d'ingérence, d'intimidation et de tentative de contrôle. Voir ça écrit de cette façon a fait mal à quelque chose en moi. Pas parce que je voulais qu'elle soit punie, mais parce que je comprenais enfin à quel point cela avait toujours été grave. Quelques jours plus tard, mon oncle m'a fait asseoir et m'a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. « Veux-tu rester ici ?» Il a dit, « Où veux-tu partir ?» Il ne l'a pas formulé comme un test ou une suggestion. Il l'a formulé comme un choix que j'avais le droit de faire. Je lui ai dit que je voulais partir. Nous n'avons pas fait de grande annonce. Il n'y a pas eu de message de groupe expliquant quoi que ce soit. Pas de post sur les réseaux sociaux, pas de tournée d'adieu. Tôt un matin, avant que le soleil ne soit complètement levé, j'ai fait une valise avec les choses que je ne pouvais pas remplacer. Tout le reste a été donné, vendu ou laissé derrière. Mon oncle a pris la route devant avec une remorque louée, transportant quelques meubles d'occasion que nous avions achetés rapidement. Ma tante suivait dans sa voiture avec des couvertures, des collations et un thermos de café comme si nous partions pour un voyage normal. Ce n'était pas le cas. Ça ressemblait plus à une évacuation. L'appartement était à 2 heures de route. Petit, ancien, pas charmant, mais il avait des verrous qui fonctionnaient, des voisins calmes et un agencement qui ne résonnait pas de souvenirs. C'était suffisant. La première nuit, je me suis assise par terre, le dos contre le mur, et j'ai écouté l'immeuble s'installer. Pas de cris, pas de pas devant ma porte, pas de voix prononçant mon nom comme s'il leur appartenait. Je n'ai pas beaucoup dormi au début. Le silence était trop propre, trop inhabituel.
Je gardais mon téléphone face contre terre, attendant que quelque chose de mauvais arrive. Rien n'est arrivé. Les jours sont devenus des semaines. J'ai commencé à faire de courtes promenades autour du pâté de maison, puis de plus longues. J'ai acheté une petite table et 2 chaises chez Emmaüs. Mon oncle a aidé à accrocher des rideaux occultants. Ma tante a rempli mon garde-manger comme si j'emménageais dans une chambre d'étudiant, étiquetant les boîtes et faisant semblant de ne pas remarquer quand je devenais silencieuse. Il venait souvent, mais n'insistait jamais. Il ne me demandait pas comment je guérissais. Il ne me disait pas ce que je devais ressentir. Ils étaient juste là. Et rien que ça, c'était quelque chose que je n'avais jamais eu avant. L'ordonnance de protection a tenu. Pas de violation, pas de voitures étranges, pas de numéros inconnus appelant au milieu de la nuit. Je n'ai rien entendu directement de ma mère ou de ma sœur. Encore une fois, cela ne voulait pas dire qu'elles avaient disparu. Cela voulait juste dire qu'elles avaient arrêté de m'atteindre. J'ai eu des nouvelles par ma cousine Aurélie une fois via un numéro que je ne reconnaissais pas. Elle a dit, « Tu avais raison. Je ne voulais pas le voir avant. Je le vois maintenant. » Je n'ai pas répondu, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'avais fini de me justifier. Je travaillais à distance, tranquillement. Rien d'impressionnant, rien de dramatique, juste stable. J'ai économisé plus que je ne l'avais jamais fait. Je cuisinais pour moi-même. J'ai appris quelle boulangerie avait le meilleur pain. Certains jours étaient encore lourds. Le deuil ne disparaît pas juste parce que le danger s'éloigne. Je faisais le deuil de l'idée d'une mère qui me protégeait, d'une sœur qui n'était pas en compétition avec moi, d'une famille qui ne traitait pas l'amour comme un moyen de pression. Ce chagrin venait par vagues, mais il passait. Il passait toujours. Un soir, ma tante et moi étions assises sur le petit balcon à boire du thé. Elle a regardé le parking et m'a demandé si j'étais heureuse. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le bonheur semblait être un mot trop grand. Mais je lui ai dit que je me sentais moi-même pour la première fois depuis très longtemps. Pas la version de moi qui restait silencieuse pour survivre. Pas celle qui absorbait le blâme pour garder la paix, juste moi. Et c'était suffisant. J'ai arrêté de me demander quelle version de l'histoire elle racontait aux autres. J'ai arrêté de m'en soucier. Ce qui comptait, c'était qu'elle ne savait pas où j'habitais, pour qui je travaillais, ou qui je devenais. Le silence qui me terrifiait autrefois ressemblait maintenant à de l'espace. De l'espace réel. Le genre dans lequel on peut grandir. Je m'appelle Juliette Giraud et pour la première fois de ma vie, je suis libre.